Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les plus grandes entreprises françaises? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec la sélection. Donc, je suis allé sur Top Companies Market Cap et je suis allé sur France. On récupère le top 20, je vous renvoie au top 10 qui est dans la précédente vidéo. On a BNP, Dior, je la mets de côté, elle n'est pas dans le CAC 40 et puis elle n'est pas liquide, c'est une holding. On a Vinci, Thales, Crédit Agricole, Société Générale, Engie, Danone, Dassault Systèmes, Société Générale et Orange. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, on l'a pas en euros ici, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, VE sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-free cash flow, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles ici, le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres ici, c'est une rentabilité plutôt opérationnelle, ici plutôt financière, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, rendement d'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution potentielle, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio, la proportion de bénéfices versés en dividendes, mais les dividendes sont versés via les free cash flow, donc il faut bien comparer les deux. Première entreprise de notre liste, c'est BNP Paribas, la plus grande banque française. 100 milliards de dollars de market cap, croissance du chiffre d'affaires de 2,1% en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est très mature, ça ne bouge plus. Sur les financières, on va regarder plutôt le ratio court-bénéfice, on a 8,8, ce qui est bien parce qu'on veut être en dessous de 10 pour les banques et les assurances, puisque c'est un secteur qui est très régulé, un peu risqué. Donc, on veut une marge de sécurité. Donc là, c'est bien, on l'a. On a 20% de décote sur actifs tangibles. Donc là, on a aussi cette marge de sécurité additionnelle. Donc ça, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'on veut cette marge de sécurité? On est sur quelque chose qui est communiqué par le management, un bilan bancaire. C'est assez obscur à lire. Et donc, on veut prendre ce que nous dit le management et on applique une décote. Comme ça, on a une marge de sécurité. Ici, on l'a. Donc ça, c'est bien. Rendement des fonds propres à 9%. Là, c'est dommage. Pour une banque, on veut 10%. C'est très, très leveragé. Une banque, il y a beaucoup de dettes. Donc, on va ramener les fonds propres corrects avec ce niveau de dette. Si on l'a pas, c'est-à-dire que c'est un peu, finalement, c'est un peu poussif comme gestion. Bien, donc ici, c'est pas incroyable. 6,3% de rendement des dividendes, ça c'est correct. Alors, le payout ratio, on peut le calculer, 6% sur 100 milliards de market cap, ça nous fait 6 milliards 6,3 milliards de dividendes. On est à peu près à 50% en termes de bénéfices nets. Bon, BNP, pourquoi pas pour un rentier? Le bémol, c'est la rentabilité qui n'est pas exceptionnelle. Sinon, la valorisation est quand même intéressante. Ensuite, on a Vinci, donc le géant français du BTP. On est sur 82 milliards de dollars de market cap, 8,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc eux, maintenant, ils sont plutôt spécialisés dans la croissance par acquisition. Donc là, on a de la croissance externe quand même. 8,6 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. 17 en PE, 8,9 en price to free cash flow. Lequel on prend? Comme on est sur une société qui est mature, qui a plus beaucoup de croissance organique, mais la croissance externe, elle dégage des free cash flow. Donc, en fait, il faut mieux regarder les free cash flow. Voilà, plus de free cash flow que de bénéfices net, ça se voit ici. Donc, ce multiple, il est en dessous de 10, c'est pas mal. On est pas trop cher. C'est intéressant à ce niveau, la valorisation. Un rendement des capitaux investis qui est à 9%, donc ça, c'est bien. Bonne rentabilité opérationnelle sur un business qui est intensif en capital. 1,7 fois l'EBITDA en dette nette. Donc, la dette, elle va monter assez régulièrement, puisque on va faire des acquisitions. Donc, bon, là, à ce niveau, elle est moyenne, on va dire, moyennement élevée. À partir de 2, ça commence à être un peu élevé. Là, c'est correct. 3,8% de rendement du dividende, intéressant. 4,8% de rendement de l'actionnaire. Donc, il y a des actions qui sont rachetées. Est-ce que ces actions sont annulées? Est-ce qu'elles sont versées aux salariés via le plan Castor? C'est le plan d'actionnariat salarié de Vinci. Il faut les regarder. En tout cas, le niveau du dividende, c'est intéressant déjà. Free cash flow plié avec le bénéfice net, donc c'est très soutenable. En plus, à ce niveau, Vinci, c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. C'est intéressant dans une optique value. Allez, c'est pas ultra value, mais c'est quand même pas très très cher. Vous avez un niveau de dividende qui est intéressant à ce niveau-là. Donc, moi, je trouve ça pas si mal à regarder, à mettre en portefeuille Vinci. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des portefeuilles d'investissement passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran. On continue avec le spécialiste de la défense, Thales. On est sur 59 milliards de dollars de market cap, 2,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Oui, mais ça, c'était avant. Maintenant, la croissance va être très forte puisque le carnet de commande est rempli avec les hausses des budgets d'armement. Donc, les multiples reflètent cela. 20 en VE sur EBITDA, 57 en PE, 27 en free cash flow. C'est très cher, c'est trop cher, à mon avis. On est à 9,6 en rendement les capitaux investis, c'est correct, mais pas exceptionnel non plus. Surtout à ce prix-là, quoi. Une fois les bids en dette nette, ça reste, c'est bien, c'est correct.
5% vraiment du dividende, bah, pas très généreux, mais c'est normal, l'action est très chère en réalité, c'est pour ça que le dividende est bas. Un peu de rachat d'actions, mais je pense pas qu'elle soit annulée, c'est peut-être pour les donner aux salariés. On a les free cash flow 2 fois plus élevé que les bénéfices nets. Maintenant, vu qu'il va y avoir de la croissance organique, je pense que les free cash flow vont commencer à baisser et passer en dessous du bénéfice net. Ça reste à voir. Bon, Thales à l'écart, hein, c'est quand même trop cher. Tout le secteur de la défense est monté très fort. Après, soit vous spéculez sur la croissance, et dans ce cas-là, ça serait intéressant, mais moi, je m'interdis de faire cela, donc je pense qu'il vaut mieux être à l'écart. Ensuite, on est sur Saint-Gobain. 58 milliards de dollars de market cap. Eux, maintenant, ils font des matériaux c'est de la chimie du bâtiment. Donc, les matériaux de construction. Donc, très lié aussi au cycle résidentiel et l'infrastructure, etc. hein. 1,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, c'est à retraiter un petit peu. Parce que Saint-Gobain s'est recentré au niveau de ses activités. Ils ont cédé des activités pour se concentrer sur des activités à meilleure marge. Donc, la croissance a l'air faible comme ça, mais si on retraite de ces activités qui sont cédées, si on regarde à périmètre constant, en fait, la croissance est plus élevée que cela, je pense. Mais c'est quand même de la croissance externe. 8,8 en VO sur EBITDA, c'est pas excessivement cher. 19,8 en PE, 16 en price to free cash flow. Pareil, là, c'est une société qui est mature, elle dégage des free cash flow, donc il faut regarder le multiple de price to free cash flow. On est raisonnable, et quoique, allez, en VO sur EBITDA, on est raisonnable, en price to cash flow, on est un peu au-dessus, on est un peu limite. Mais bon, si on se prend sur ce multiple de VO sur EBITDA qui est plus en haut du compte de résultat, on n'est pas très cher payé. Donc, je pense que ça se regarde encore à ce niveau-là. Vraiment des capitaux investis à 9,7%, ce qui est intéressant. Bonne rentabilité quand même pour une société qui est intensive en capital. 1,3 fois les EBITDA net. On a un peu de dette, mais pas trop, donc c'est bien. C'est toujours de l'Eurolica d'acquisition qui ont été faites. 2,3%, 2,2% vraiment du dividende. C'est pas exceptionnel à ce niveau. Rendement actionnaire 2,9%. Est-ce qu'ils annulent les actions? Il faut aller regarder. Bon, c'est soutenable à ce niveau, le payout ratio. Je comprends pas que ce soit si bas. Il pourrait augmenter quand même. Il pourrait passer à 50% de payout ratio. 50%, ça nous donnerait 1,5 milliard de dividendes. Ça serait plus intéressant. Ça ferait presque 3% dans le dividende. Donc, il peut augmenter ça. Saint-Gobain, moi, je pense que c'est intéressant à ce niveau. Il y avait bien sûr un point d'entrée beaucoup plus intéressant que ça, mais ça s'est bien rattrapé. Je pense que c'est quand même toujours intéressant à ce niveau-là. Crédit Agricole, la deuxième banque française, 57 milliards de dollars de market cap, 13,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors ça, je suis curieux de savoir ce qui se cache derrière cela. Il faut s'appeler que aussi la structure du Crédit Agricole est un peu particulière. hein. Elle est possédée par les caisses régionales. Donc vous pouvez acheter des caisses régionales de Crédit Agricole. C'est plus de 50% de la market cap. Et aussi, les caisses régionales sont cotées. Il y en a qui sont décotées d'ailleurs. Donc bon, alors, on est sur 6 en PE. C'est pas cher quand même. hein. 10% de décote sur actifs tangibles. Bon, vous avez une petite marge de sécurité quand même à ce niveau. 11,2% de rendement des fonds propres. Ça, c'est bien. Comparé à BNP, on est quand même un peu plus rentable, ce qui est intéressant avec le niveau de dette qui est engagé. D'ailleurs, la dette n'est pas affichée ici, mais c'est parce que la dette des banques est un peu particulière. 6,8% de rendement du dividende. Ça nous donne un payout ratio de 3 milliards, 4 milliards. On est eu à 50% de payout ratio, donc ça reste soutenable. Au Crédit Agricole, si vous pouvez vous investir dans des banques, ça peut être intéressant à regarder aussi, elle est un peu décotée. MJ, on est sur l'énergéticien français, 56 milliards de dollars de market cap. Attention, il y a l'État au capital, donc moi je n'investis pas dans la société avec l'État au capital. 4,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc quand même une petite croissance. Je pense que c'est de la croissance externe aussi en partie. 6,8 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. 13,4 en PE, 14 en price free cash flow. Bon, on est raisonnablement valorisé, voire value sur NJ. On a 7,2% de rendement des capitaux investis. C'est convenable, mais c'est pas exceptionnel non plus. Bon, après, c'est un artifice capital, ça c'est sûr. 2,2 en termes de dette nette sur EBITDA. C'est un peu lourd à ce niveau, mais les utilities peuvent s'endetter à des niveaux plus élevés que les autres entreprises. On peut aller jusqu'à 5 fois les EBITDA sans problème. Donc là, on va dire que c'est OK pour NJ. 7,6 dans le rendement du dividende. Bon, 5,6%, quand même intéressant. Mais on est sur un payout ratio au-delà de 100%. Et il y a un peu de dilution. Enfin, en tout cas, il y a des actions qui sont mises en circulation. Potentiellement de la dilution. Voilà, c'est pas soutenable. Ce niveau de dividende, en fait, le niveau soutenable, ça va être 3,5-4% de rendement du dividende. Là, c'est beaucoup trop élevé. Donc, MJ plutôt à l'écart. Danone, on est sur le spécialiste de l'agroalimentaire français, produits laitiers, 52 milliards de dollars de market cap, 1,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors, il y a aussi un changement de périmètre puisqu'ils ont cédé leurs activités en Russie. Je ne me souviens plus de quelle proportion de leur activité ça représentait, mais je pense que ça a aussi impacté cette croissance. Et puis, de toute façon, c'est très mature. On n'est pas en forte croissance sur Danone.
14 en VE sur EBITDA. Dieu que c'est cher pour une entreprise aussi mature. 25 en PE, 17,4 en price cash flow. Moi, je trouve que c'est pas si donné hein, pour une boîte qui a pas de croissance. On est sur 6,7 en rendement des capitaux investis. En plus, la rentabilité est pas exceptionnelle. Est-ce que c'est intensif en capital? Oui, bof, ouais, je pense moyen. Hein, c'est pas exceptionnellement intensif en capital ce genre d'activité. 2,2 en termes de dette nette sur EBITDA. Donc en plus, il y a de la dette. Ça, c'est la dette reliquat des acquisitions passées, je pense. Hein. 3,1 de rendement de dividende. C'est pas exceptionnel à ce niveau pour une société aussi mature. Avec un payout ratio à 66%. Bon, les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets. Bon. Donc, c'est soutenable à ce niveau. Il y a potentiellement un peu de dilution, il faut aller vérifier. C'est pas intéressant hein, de vous payer trop cher pour quelque chose qui est pas si qualitatif et pas, où il n'y a pas de croissance. Donc, même le niveau du dividende est un peu faiblard, donc plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur Dassault Systèmes, le spécialiste du logiciel. Alors oui, il faut plutôt du logiciel de design 3D. Comment ça s'appelait SolidWorks, par exemple. On a 48 milliards de dollars de market cap, 8,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bonne croissance quand même, hein, c'est normal. C'est encore une société, on va dire, en phase de croissance. Voilà. Ils ne sont pas encore en maturité. 8,4, c'est bien. En plus, c'est de la croissance organique à ce niveau. Mais là, vous la payez très cher, hein, cette croissance. 25 en VE sur EBITDA, 38 en PE, 28 en price to free cash flow, c'est excessivement cher. 9% de rendement des capitaux investis pour du logiciel. C'est un peu faible en réalité parce que le logiciel, c'est pas attention à capital du tout. Hein. Vous pouvez même vous débrouiller pour ne pas avoir du tout de capital si vous passez tout en OPEX avec du cloud et donc vous externalisez tout ce qui est machine, etc. Bon. Donc, je me questionne un peu sur cette rentabilité. Peut-être qu'il faut la retraiter après. Hein. Ils ont beaucoup de cash. Donc, évidemment, ça rentre en ligne de compte dans le capital investi, mais ils ne sont pas utilisés en réalité, ces capitaux. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec ce cash d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'ils sont cash net et pourquoi est-ce qu'ils n'en reversent pas plus aux actionnaires? Je me le demande, hein, parce que 0,8% de rendement du dividende, c'est pas exceptionnel. Avec un payout ratio de 25%, des free cash flow plus des bénéfices nets, ils pourraient tripler le dividende sans problème. Hein. Donc, Dassault Systèmes, ouais, trop cher. On est trop cher dans le logiciel. Il y a mieux à faire. Société Générale. Ensuite, la banque, troisième banque française, qui est retour en grâce, recovery exceptionnelle, mais c'est pour moi toujours un dossier qui est assez peu qualitatif. 45 milliards de dollars de market cap, 3% de croissance, 3,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Un PE à 9,7. Ça commence à être proche de la limite des 10, hein, donc ça commence à être cher en réalité. Vous avez 30% de décote sur actifs tangibles, mais les actifs tangibles de la BNP, ils sont questionnables. Hein, c'est beaucoup de produits dérivés. Donc c'est pour ça que le marché est radin avec ce bilan. Et je pense que c'est à raison. On n'a pas vraiment les fonds propres, malheureusement, il faudra le calculer à part. Mais de mémoire, on n'est pas du tout à 10% normalement des fonds propres sur Société Générale, donc plutôt pas très qualitatif. 2,2% normalement du dividende pour une banque, ça fait pas le figure. Ça nous donne 800 millions de dividendes. Bon, le PE ratio est faible. Donc, Société Générale, oui, il y a des gens qui ont fait de l'argent dessus récemment parce que il y a eu une recovery, les multiples se sont un peu redressés. Pour moi, c'est plutôt un dossier qui est passé de mauvais à médiocre. Et donc, quand vous faites ça, forcément, les multiples se redressent et vous gagnez de l'argent, hein, c'est sûr. Mais maintenant, c'est pas assez qualitatif, surtout pour une banque où on veut quand même un peu plus de sécurité. Orange, le numéro 1 des télécoms français, 41 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sous 5 ans. Ce genre de business, ça bouge plus. 5,6 en VE sur EBITDA, mais du coup, c'est pas cher du tout. 20 en PE et 11,4 en price to cash flow. Il vaut mieux regarder le VE sur EBITDA et price to cash flow, puisque sur les télécoms, on dégage des free cash flow massifs. Donc, c'est pas très cher. 6 en rendement des capitaux investis. C'est un peu limite, c'est un peu médiocre, mais c'est très, très, très intensif en capital. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas une rentabilité exceptionnelle. 2 fois les EBITDA net, c'est correct. Sur une télécom, c'est comme l'utilities. On peut s'endetter à un niveau assez élevé, donc c'est pas un souci d'avoir une dette à ce niveau-là. 5,7% de rendement du dividende. Il y a potentiellement un peu de dilution, il faut regarder. Il y a des actions qui sont remises en circulation. D'où elles sortent? Est-ce qu'elles sortent de l'autocontrôle ou est-ce qu'elles sont nouvellement créées? Dans un cas, ça fait de la dilution, dans le second cas, et pas étant dans le premier. Donc ça, il faut regarder. On a un payout ratio qui est là élevé, 89%, mais en réalité, vous avez des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, presque au double. Donc on peut se dire qu'on est à 60% des payout ratio, c'est très soutenable, sans souci. Donc Orange, plutôt pour un entier, mais comme il y a l'état au capital, moi je me méfie beaucoup de ce dossier. Si vous voulez être sur une télécom, il n'y a pas l'état au capital et vous avez des métriques similaires, vous pouvez tout à fait aller sur Bouygues, hein, c'est intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on garde dans cette liste? Si vous investissez dans les banques, moi je pense qu'on peut aller sur BNP et Crédit Agricole. J'investis pas dans les banques. Si vous voulez faire, on va dire, allez, du dividend value, maintenant c'est limite un peu cher pour être dans cette catégorie, mais vous pouvez aller sur Vinci, vous pouvez aller sur Saint-Gobain, et deux ça rentre, mais il n'y a pas beaucoup de dividendes sur Saint-Gobain, mais je pense qu'ils vont le monter, donc à suivre. Ça c'est un peu spéculatif.
Et après, si vous voulez faire de la croissance, bah, vous avez pas beaucoup de dossiers, qui sont pas trop chers, hein. On peut aller sur Thales maintenant, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher. Donc, on va se limiter à BNP, Crédit Agricole, Société Générale et Vinci. Ça, ce n'est que mon opinion, c'est pas un conseil d'investissement. Si cette analyse vous intéresse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.